Les entretiens exclusifs de cette 15e édition, le 15e anniversaire déjà du sommet des leaders de la finance, c'est parti. Un premier invité de marque, Sébastien Courbe. Bonjour. Bonjour Mathieu. Merci Sébastien d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Primexis. On va revenir dans un instant dans ce que vous faites, mais d'abord on va parler un petit peu du contexte dans lequel on se trouve. Alors, on le sait depuis des années que les évolutions réglementaires, les transformations sont nombreuses, les réalignements, les pivots, le macro. Mais j'ai l'impression quand même, on a tous l'impression que depuis un an ou deux, ces tensions, ces transformations, cette situation dans laquelle on se trouve, même réglementaire, hein, on n'a pas fait la pause côté réglementaire, ça devient de plus en plus complexe et accéléré. C'est un vrai sujet pour les DAF. Et vous, votre job chez Primexis, c'est justement d'accompagner les directions financières. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur dans tout ce marasme économique, politique, géopolitique que l'on vit, dans quelle mesure vous accompagnez vos clients? Alors, Primexis, c'est un cabinet d'expertise comptable spécialisé et de conseil opérationnel, donc reconnu depuis plusieurs années dans notre capacité à accompagner la direction financière. Notre rôle principal, c'est de faire du support opérationnel. Donc, globalement, on vient remplacer des ressources vacantes dans l'entreprise. Mais pas seulement, nous sommes aussi en mesure d'accompagner ces entreprises dans la mise en place d'un certain nombre de projets. Et donc là, les contextes réglementaires que vous évoquiez tout à l'heure en font partie. Donc nous avons 400 collaborateurs qui sont là pour... 400 collaborateurs. 400 collaborateurs. En France, à l'international? Principalement en France, principalement en Île-de-France, puisque nous accompagnons beaucoup de grandes entreprises. Plutôt grand compte, SBF, CAC? Plutôt sur le SBF et le CAC 40, et nous sommes capables de couvrir l'ensemble des métiers de la direction financière, à savoir la comptabilité, puisque c'est notre ADN d'origine d'expert comptable, mais également les départements du contrôle de gestion, de la consolidation, et puis les métiers périphériques qui consistent à mettre en place des systèmes d'information, des systèmes de gestion pour ces directions financières. Vous le disiez à l'instant, vous venez seconder, ou quand il y a un trou dans la raquette dans la direction financière, vous apportez les ressources nécessaires. On en parlait en préparant cette émission, vous parlez un peu de tension dans les ressources et dans les ressources humaines au sein des directions financières. C'est une réalité ça aujourd'hui? C'est notre quotidien. Il est extrêmement difficile depuis quelques années de recruter pour les directions financières, dans toutes ces divisions. Pour voir un poste vacant, ce n'est pas simple. À cela s'ajoute un certain nombre de pressions sur les équipes. Il y a énormément de projets à mettre en place. Vous avez aussi des contextes de restructuration, des contextes d'acquisition, donc ça c'est bon pour notre environnement économique. Mais tout ça, ça crée énormément de charges de travail dans les équipes, de surcharge même parfois de travail. Et ces tensions, quelque part, elles accélèrent aussi le turnover. Donc c'est une vraie difficulté pour eux. Et donc on est là pour les accompagner et les soutenir sur ces sujets. D'autant plus que la direction financière est de plus en plus sollicitée. On a les nouveaux contextes réglementaires évoqués tout à l'heure. On a de plus en plus de reporting à produire. On demande des délais de production de plus en plus courts. Et donc, quelque part, si j'utilise une image, c'est un petit peu comme si vous demandiez à une équipe de rugby de marquer encore plus d'essais, de transformer encore plus d'essais avec moins de joueurs. Donc, nous, notre rôle, c'est certes d'apporter ces joueurs, mais c'est aussi de travailler aux côtés de cette direction financière pour penser et réfléchir sur l'organisation de leurs différents processus, sur leur stratégie pour atteindre leurs différents objectifs. Vous parliez donc de réglementation à l'instant, les enjeux CSRD, douaniers. Alors douaniers, on en parle dans un second temps parce que ça c'est du macro, mais CSRD. On nous dit depuis 3 ans, on y va, on a un retour en arrière, pas forcément heureux par rapport à ces sujets justement de professionnalisation de la direction financière, de la PME au grand groupe, du reporting CSRD. Omnibus arrive, on ne sait même plus où on va. Et alors, vous le disiez, en fait, ils savent même plus s'ils ont besoin de ressources. Parce que a-t-on besoin de ressources pour la thématique CSRD aujourd'hui? Réellement, oui, puisque vous avez quand même la vague 1 qui était concernée par la CSRD, qui a été contrainte de publier son premier rapport de durabilité début 2025. Donc la CSRD, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça a lieu. C'est pas remis en cause. C'est pas remis en cause. Après, il y a des assouplissements qui sont en train d'être adoptés par l'Union européenne. On est face à un changement de paradigme. On part d'exercices de communication autour de la RSE ou de marketing autour de la RSE. Et là, on a mis en place le reporting de durabilité CSRD, qui lui, certes, est plus exigeant. Il a été normé pour qu'effectivement, on puisse aussi comparer les entreprises les unes aux autres.
Cet exercice-là, il contient un certain nombre d'excès. Le législateur est allé assez loin sur certaines thématiques et c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Donc il y a des excès normatifs. Le régulateur, il en prend compte puisque quelque part, avec la directive Omnibus, il y a eu des allègements qui ont été décidés, notamment pour les entreprises de la vague 2, donc pour simplifier plutôt les PME et en remontant les seuils à 1000 salariés, donc différé de 2 ans, on remonte les seuils à 1000 salariés. C'est tout le sujet compétitivité qu'on entend en ce moment du gouvernement, de l'exécutif, du patronat. Lâchez-nous, laissez-nous bosser, quoi. Exactement. En même temps, ça reste un enjeu stratégique. Et mon avis, moi personnel, c'est que c'est quand même une bonne opportunité pour la direction financière, puisqu'on voit au travers notamment des entreprises qui ont fait partie de la première vague, les directeurs financiers ont été sollicités, ou en tout cas les organisations financières, ont été sollicités pour l'établissement de ce reporting, c'est-à-dire qu'on a eu confiance en la direction financière, à son expertise, à sa capacité à aller chercher de l'information dans les filiales, à structurer cette information, la rationaliser pour, en bout de course, établir un rapport de durabilité qui soit auditable. Et ce savoir-faire de la direction financière, il a été crucial dans les premiers exercices de CSRD. Alors c'est un travail à 4 mains qu'ont eu à faire les DAF avec les directions de la RSE. Mais quelque part, c'est ce qui permet aussi d'éclairer le DAF, puisqu'en travaillant avec la RSE sur des stratégies à long terme en matière de RSE, ça permet aussi d'avoir une meilleure vision de là où on veut projeter l'entreprise. Le long terme, quelque part, c'est rendre l'entreprise durable. Et alors justement, sur les sujets d'outils, parce qu'on parle de CSRD, donc de réglementation d'adaptation, vous me parliez également d'EPM, oui. Donc tout l'axe plutôt conso, reporting. C'est un petit peu la dictature du reporting dans les grands groupes cotés. On attend, on doit produire très très vite. Sur l'EPM, qu'est-ce qu'un DAF qui nous écoute doit savoir aujourd'hui? Alors sur ce que vous faites, je pense qu'on a compris, mais qu'est-ce qu'on doit avoir en tête là, en 2025 par rapport à l'EPM? Ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que tous les DAF de grandes entreprises l'ont bien en tête justement, c'est qu'on est face à une situation assez particulière, puisqu'en fait vous aviez 2 éditeurs qui se partageaient le marché depuis maintenant quasiment 20 ans. Ces 2 éditeurs ont des solutions qui arrivent en fin de vie à 2030. Donc vous avez un certain nombre de nouveaux acteurs sur le marché qui se sont positionnés. Donc aujourd'hui, potentiellement, vous avez 4, 5, 6 prétendants qui se positionnent sur cette thématique. Mais personne ne sait qui sera sur le podium. Donc on demande à ce que les DAF finalement puissent comprendre les forces, les faiblesses de ces différentes solutions, tout en intégrant la nécessité d'avoir une bonne agilité, puisque les outils EPM, ils servent à faire des reportings, mais il y a constamment des nouveaux reportings à produire. Dans les appels d'offres qui sont actuellement en cours, on vous demande d'intégrer forcément la brique CSRD, on en parlait tout à l'heure, mais vous avez aussi des reportings fiscaux. On demande, vous avez entendu parler de la réforme Globi ou Pilier 2, l'impôt mondial, donc on demande à ce que ces outils EPM puissent intégrer cette dimension. Donc pour le DAF aujourd'hui, il y a quand même une certaine interrogation à avoir pour se positionner. Et votre conseil, lorsqu'on est en 2 mots, parce que oui. le temps file, mais en 2 mots, qu'est-ce qu'un DAF doit garder en tête quand il a ces 6 solutions, qu'il n'y en a pas plus que 2, mais 6? Comment on fait pour choisir face à l'inédit? Pas évident, vous allez lui demander de choisir la marque de chaussures avec laquelle, quelque part, il va être obligé de courir pendant 10 ans, voire 20 ans. Les dernières solutions, elles ont tenu quasiment 2 décennies avec des évolutions. Donc on peut comprendre qu'il y ait une sorte de frilosité dans cette phase de choix, mais le pire des choix serait de ne pas en faire rapidement. Ouais. Puisque ce sont des projets qui nécessitent souvent des durées de déploiement d'au moins 2 années, voire 3 ans dans certains grands groupes. Donc en tout cas, le vrai conseil, c'est il faut réfléchir, il faut y aller. Il faut s'y mettre. Bon, et puis évidemment, alors je l'ai rapidement évoqué, le macro, le géopolitique vient rajouter une couche aux DAF qui doivent être transformateurs, bâtisseurs, stratèges, pilotes, gardiens du temple, la totale. On a un petit sujet sur la partie prise de décision internationale, inflation, géopo, douanier. Et là aussi, vous intervenez. Exactement. Alors, les sujets sont vastes et complexes, mais si on illustre très, très simplement, on n'arrête pas d'entendre parler effectivement des allers-retours sur les droits de douane. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui une direction financière puisse faire
des prévisions fiables de son niveau d'activité dans tel ou tel pays avec ce niveau d'incertitude. C'est quasiment impossible. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé chaque semaine. Donc. On ne saura pas à quelle sauce on va être mangé. Donc ce qu'on va demander aux équipes finances et plus particulièrement aux équipes contrôle de gestion, pilotage de la performance, c'est d'être capable de mettre en place des modèles de pilotage qui soient extrêmement dynamiques. Il faut qu'on soit capable de réviser les hypothèses quasiment en temps réel. Et ça nécessite une transformation dans les organisations. Donc c'est vrai que l'époque où on focusait sur le plan à 5 ans, il est toujours d'actualité, mais le quotidien, c'est surtout de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc il faut de l'agilité dans les process et dans les systèmes d'information, les systèmes de pilotage. Donc des ressources, et c'est bien ce que propose Primexis. Nous étions avec son directeur général. Merci infiniment d'être passé avec nous, cher Sébastien. On vous retrouve certainement tout au long de cette journée pour cette 15e édition du sommet. Vous intervenez, je crois ? Je n'interviens pas, je vais assister à ces différentes conférences qui m'ont l'air très intéressantes et merci Mathieu pour ce moment passé ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt. À très vite. On vous retrouve dans un instant pour la suite des entretiens exclusifs et des interviews pour cette 15e édition du sommet des leaders de la finance. Vous êtes sur Bismart, merci à tous.